dans la société en pleine mutation finalement qui est la nôtre. Le rôle de l'entreprise avec un grand E a changé et va continuer à changer. C'est ce que nous allons voir avec les invités qui vont nous rejoindre. J'appelle Roland Gomez, directeur général du groupe Proman, Jean-François Nogrette, directeur général de Veolia et Hervé Gassinel, PDG du Ponant, qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Voilà, allez-y, venez nous rejoindre. Vous pouvez les applaudir. Prenez place autour de la table. Merci d'être avec nous. Première question, tiens, pour vous, Roland Gomez. Votre cœur de métier chez Proman, c'est le travail temporaire, le recrutement. Vous êtes aujourd'hui, je crois, le 4e acteur européen sur votre secteur. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, c'est en train de changer, il se passe quelque chose? Est-ce que c'est justement, et on en parlait tout à l'heure au moment du Covid, que vous avez senti que la bascule était en train de se faire, qu'il y avait un changement qui était en train de se profiler? Alors, il y a 2 moments clés pour répondre à votre question. Le premier, je vais faire un petit retour en arrière, c'est en mars 2020. En mars 2020, on se retrouve à l'arrêt. C'est cataclysmique, tout s'est arrêté et on a une peur effrayante, à vrai dire, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme, en tant que père de famille. Et là, je me dis, il se passe un truc. Ah oui, il se passe un truc, tous les bureaux sont vides, nos clients ont arrêté tous nos collaborateurs intérimaires. Donc c'est vraiment un choc. La deuxième période, pour revenir un peu plus récemment, je crois que ça a été au printemps 2022. Donc je fais du travail temporaire en France et dans d'autres pays, mais en France avec 400 agences locales. Et au printemps-été 2022, c'est-à-dire récemment, si je pouvais le dire, je me dis, ils sont où? Comme dirait mon vieux, ils sont où nos collaborateurs intérimaires? On en a perdu un petit peu en cours de route. Donc on avait une difficulté, et on a eu une difficulté, mais à recruter, c'est pas nouveau, à parler peut-être, à changer notre mode de langage, notre mode de recrutement, et il a fallu qu'on s'adapte. Parce que jusque-là, c'était pas très très marqué, mais nous on a eu dans ces agences, et je fais le retour de mes collaborateurs intérimaires, 400 villes, merde, on a des gens qui sont partis, ou ils reviennent pas, ou ils reviennent plus, ou ils reviennent avec des attentes différentes, il faut s'adapter. Voilà ce qui s'est passé, 2 moments phares. Donc, grande agilité nécessaire, j'imagine, pour justement arriver à coller à leurs nouvelles envies. Jean-François Nogrette, comment est-ce que, de votre côté, vous avez pris conscience qu'il allait falloir peut-être accélérer chez Veolia les transformations que l'entreprise avait peut-être déjà commencé à entamer, j'imagine que oui, qu'il fallait commencer vraiment à actionner les leviers pour construire la société de demain. Est-ce qu'il y a un moment clé? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci à Philippe Corsia pour l'invitation et puis la superbe énergie qu'il y a aujourd'hui. Oui, alors, si je reprends juste l'été, on a été marqué par les pénuries d'eau, d'énergie. Et si je m'arrête 2 minutes sur l'eau, ben voilà, récemment, la communauté à Lille a dû prendre la décision, malgré eux, de ne pas permettre l'extension d'Heineken. L'eau, c'est aussi l'attractivité d'un territoire. L'économie a soif, et quand tout d'un coup, une métropole telle que Lille commence à renoncer à l'extension d'un industriel qui est implanté depuis longtemps, c'est un signe. En ce moment, la Garonne, à Toulouse, c'est 37 mètres cubes secondes. Alors ça ne veut rien dire, mais quand on sait que d'habitude c'est 500, et aujourd'hui les 2/3 des lacs pyrénéens qui sont vides, voilà. Alors ça va tenir, on va passer cette période. Il n'en demeure pas moins que oui, le monde change autour de nous et le signal il est là. Et si on veut se mettre à la hauteur de ce défi, alors là les choses n'ont pas complètement changé. C'est-à-dire que tout le monde fait un effort, mais dans les appels d'offres actuellement, que ce soit l'industriel ou la collectivité, il n'y a rien véritablement par rapport à la hauteur de ce défi. Donc on en parle partout dans les journaux, mais on n'y est pas encore. Et donc aujourd'hui... Donc on est encore dans le discours en fait, on n'est pas encore dans les actes, si je vous suis bien. Je pense que ben voilà, c'est aussi un territoire. Donc nous, Veolia, on doit être entrepreneur, on doit aussi proposer des solutions. Voilà, en Espagne, on sait que quand il y a de la population, il y a de l'eau. Il y a des consommateurs d'eau, et cette eau, elle est traitée, et on la rejette. Ici, elle va faire flotter les bateaux. On sait qu'on peut la recycler. En Espagne, c'est 15%. En France, 0,2%. Ici, dans ce territoire où l'histoire de l'eau retentit, il y a le canal de Marseille qui vient
qui délivre de l'eau à 1,5 million de Provençaux. Ça a été fait il y a 1 siècle et demi. Et ben, c'est ici à Marseille que, ensemble, avec l'industrie, avec la métropole, avec ceux qui peuvent, de bonne volonté, on doit réinventer ce qu'on appelle le reuse de l'eau. Il faut que ce soit Marseille. On commence à le faire en Vendée, mais c'est ici qu'on doit le faire. Oui, il faut que chaque solution soit adaptée à son territoire et ça doit partir d'en bas pour aller vers le haut. Hein. C'est bottom-up, hein, comme on dit. Hervé Gastinel, vous avez, vous, pendant le Covid, eu vos activités, comme pour Proman, en partie à l'arrêt, avec, j'imagine, l'obligation de repenser le modèle, les modèles même, à se poser les questions et les bonnes questions. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la prise de conscience, elle est réelle, ou est-ce qu'on est encore un peu dans le discours? Oui, alors en effet, comme beaucoup d'autres, et peut-être plus encore que d'autres, on a subi cet arrêt extrêmement brutal. Nous, c'était 100% de l'activité qui était à l'arrêt, 100% de la flotte, donc 13 navires arrêtés, au moment où on augmentait la capacité. Hein. Donc on avait une capacité qui était en train d'augmenter d'un tiers avec la livraison de nouveaux navires, et tout s'arrête pendant de nombreux mois. J'ai pris mes fonctions il y a 1 an et demi avec 0 € de chiffre d'affaires. C'est un choc. Et pour une entreprise, c'est évidemment quelque chose de totalement mortifère. On a failli y passer. Et dans ce contexte, effectivement, il y avait des vraies questions à se poser sur l'avenir du métier, comment redémarrer ce métier. Et l'urgence de la situation a amené en effet à rechercher le sens dans notre activité, rechercher cette raison d'être. Et puis se reposer aussi des questions sur la responsabilité de l'entreprise et comment redémarrer dans un contexte où on voyait bien que tout bougeait, et notamment cette prise de conscience des enjeux environnementaux. On a vu toute la place que la nature s'est mise à reprendre dans notre vie quotidienne pendant ces longs mois d'arrêt. Et donc on a construit ensemble avec les équipes un plan stratégique, une nouvelle vision stratégique qu'on a appelée Explore to Inspire. On est une compagnie d'exploration, d'exploration notamment polaire. On est une compagnie de voyages d'exploration très particulière. Et en raison même des lieux que l'on visite, l'importance de la relation à la nature, la relation avec aussi les communautés locales, avec nos propres passagers, était très importante. Et donc ce sens de la responsabilité, évidemment, il se traduit très fortement dans ce plan stratégique au travers de ces concepts de RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et pour nous, il y avait au fond deux types d'enjeux. D'abord, bien sûr, réduire nos impacts environnementaux. Et ensuite, se poser la question, est-ce que nous avons aussi des impacts positifs à mettre en avant? Bon, réduire les impacts, c'est bien sûr là, la course contre la montre qui est enclenchée. On le voit bien ici à Marseille, hein, il y a un rejet très fort d'une forme de croisière, en tout cas polluante. Et nous, on est parti dans une trajectoire très volontariste, en voulant baisser nos oxydes de soufre de 98% d'ici 2026, par rapport à ce qu'ils étaient déjà juste avant la crise. Donc on continue cette trajectoire, mais à marche forcée. Sur les oxydes d'azote, pareil, de l'ordre de 80% de réduction, moins 50% sur les émissions de particules fines. On a d'ores et déjà éliminé tous les plastiques à usage unique, et on sait que c'est important pour la protection des océans. On travaille bien sûr sur le recyclage des déchets. On est à 60%, on veut passer à 80%. On vise aussi 100% bien sûr de traçabilité. Donc tous ces paramètres sont importants. Ils ne sont pas suffisants. Et je crois qu'il faut aller au-delà. Et cet au-delà, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire la capacité aussi à démontrer des impacts positifs. Et sur ces impacts positifs, pour prendre juste 2 exemples, on s'est engagé à investir 1 million d'euros, ce qui à notre échelle est beaucoup d'argent, pour la protection de la biodiversité, dans le cadre d'un grand projet international qui s'appelle Blue Nature Alliance. Et puis on s'est aussi lancé dans un programme très ambitieux qu'on a appelé Podenscience, qui consiste à faire venir à bord de nos navires des équipes scientifiques pour là aussi rendre nos voyages utiles. On s'aperçoit, Marc Toiti, avec 3 exemples très différents dans 3 secteurs d'activité, que finalement tout le monde aujourd'hui est obligé de repenser l'entreprise
et la manière dont elle fonctionne finalement. Ça a impacté tout le monde. Complètement. Moi, je pense que c'est ça la clé, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, la version, vous savez, malthusienne, c'est-à-dire, vous savez, Malthus, c'était un économiste, je dirais, à l'époque du XVIIIe siècle, qui disait, bah, de temps en temps, il faut une bonne guerre, comme ça, on tue tout le monde, puis après, on reconstruit. Bon, là, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Bah non, on va arrêter de consommer, on va s'enfermer chez nous. C'est extrêmement dangereux, tout ça. Alors que la réponse, elle est là. C'est-à-dire que, effectivement, moi je comprends bien la décroissance. Oui, on est conscient que la Terre est ronde, donc on vit dans un monde fini. Donc c'est sûr que la croissance infinie dans un monde fini, techniquement, c'est pas possible. Donc on vous dit, bah voilà, décroissance. Alors oui, mais ok, sauf qu'il y a deux problèmes. Alors hier, on peut se dire, bon, nous, pays riches, bon, pourquoi pas. Mais les pays pauvres, on va leur dire, attendez, vous les gars, non, nous on a le droit de croître pendant des siècles, maintenant que vous nous rattrapez, vous allez rester où vous êtes. Mais c'est inadmissible, on ne peut pas leur faire ça. Et puis surtout, ils n'accepteront pas. Est-ce que je veux dire? Et le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, cette décroissance a aussi des conséquences pour nous. Je vais vous donner un chiffre assez incroyable qu'on ne connaît quasiment pas, et c'est un chiffre tout à fait officiel de la Banque mondiale, c'est qu'en 1980, il y avait à l'époque la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême. Ça veut dire avec moins de 1 $ par jour. La moitié de l'humanité. En 2019, avant la pandémie, c'est tombé à combien cette part? Donc, grâce à la croissance, grâce à la mondialisation, c'est sûr, c'est tombé à 8,5%. Vous vous rendez compte de ce progrès humanitaire incroyable? Et donc, évidemment, quand est arrivée la pandémie, c'est sûr, on était contents. Enfin, contents. On voyait des biches dans les villes, vous voyez, c'était joli. Bon, les images étaient très belles. Hein, des biches, bon, bref. Sauf que le problème, non, j'ai dit un anonymat, mais bon, non, je plaisante. C'est que, mais globalement, c'est que ensuite, rendez-vous compte, en 2 mois et demi de blocage du monde, le nombre de pauvres extrêmes a augmenté de 200 millions de personnes. Donc la décroissance aura des conséquences très vite, et également chez nous, parce que même nous, pays riches, s'il y a de la décroissance, il y a du chômage, il y a de la misère sociale. Vous voyez, donc c'est ça le problème, quand on nous dit oui, mais enfin, il y a eu de l'abondance, il y a eu de l'insouciance. Non, c'est pas sérieux. Moi, je suis né en 1970, j'ai connu que de la crise. Je viens des cités HLM, je peux pas dire à mes amis d'enfance, vous avez connu l'abondance, l'insouciance. Non, il faut être sérieux. Et donc, le seul moyen de faire de la croissance infinie dans un monde fini, bien sûr, il faut modifier notre consommation, mais c'est surtout en optimisant l'existant au travers du progrès technologique, de l'innovation technologique. Et c'est ce que vous faites en permanence, et vous avez dit un mot très important, c'est la formation. Parce que le problème, ce qu'on appelle la destruction créatrice, c'est vrai que je vais détruire des emplois dans les anciens secteurs d'activité, mais je vais en créer plus dans les nouveaux. Sauf que on a besoin de vous. Ça veut dire qu'il faut que les formations aient évolué, qu'on ait la main-d'œuvre qui évolue. Sinon, si on reste dans le même secteur d'activité toute sa vie, ben non, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est un enjeu global, social, sociétal. Et là, évidemment, on sauve le monde. Ouais, c'est cette transformation qui est importante et c'est d'elle qu'on parle aujourd'hui ensemble. Jean-François Nogrette, un acteur comme Veolia, de par son ADN, forcément, il est impliqué dans ce fameux défi climatique qui est peut-être le premier qui nous vient à l'esprit, parce que la question de l'eau, la gestion de la ressource, la rareté des matières premières, forcément, vous êtes en première ligne. Comment est-ce qu'on switch, justement, quand on est sur un cœur de métier, qu'on a toujours fait comme ça? Comment est-ce qu'on va aussi évangéliser pour impulser peut-être d'autres pratiques, aider à attendre, notamment auprès des industriels, vers davantage de sobriété? Alors, dans notre quotidien, en fait, on est 52 000 en France, et on voit la France par le robinet, par la poubelle, par l'égout. Voilà, notre quotidien, c'est ça. Et en fait, nos 52 000 salariés, ils voient de plus en plus de valeur dans ce qu'ils gèrent. Et donc, les propositions, elles sont très locales. Et c'est pour ça qu'elles ont une chance d'aboutir. C'est pas un grand renversement, mais c'est territorial. Elles ne sont pas hors sol. Voilà. Et donc, on était très proches parce qu'on a longtemps travaillé avec Solvay, par exemple. Solvay à Dombasle avait une chaudière au charbon, une des dernières en France. Grosse empreinte carbone, ils doivent en sortir. On a eu un long débat avec eux, ça a duré parce qu'ils hésitaient entre le gaz ou les refus. Quand on recycle de la matière, il y a un déchet de ce recycle-là. Et on leur dit, ça c'est de l'énergie locale, on peut vous la mettre à disposition, on peut vous faire votre chaudière, nouvelle façon, avec une énergie de proximité, une énergie à portée de main. Il n'y a pas de mine, mais dans le territoire, vous allez vous décarboner à 75%. Aujourd'hui, ils applaudissent parce qu'ils n'ont pas choisi le gaz. Mais parce qu'on est en le fameux reuse. Alors voilà, et là c'est sur le déchet.
il y a de la ressource locale. Donc, pour répondre à votre question, ce que voient les salariés de Veolia ou les gens de notre secteur, de notre métier, hein, ça dépasse, c'est cette ressource locale et à nous de convaincre. Par exemple, en ce moment, on est convaincu qu'on peut doubler la production de méthane dans des installations qui existent déjà. On a 2 ou 3 points réglementaires à faire changer. Ben voilà, si on s'y prend bien, dans 3 ans, on va augmenter, ça va représenter 1/4 des importations russes. C'est du gaz 100% local. 100% territorial. On peut avancer, on peut créer de la valeur et il suffit de regarder ce dont on dispose finalement. Voilà, mais il faut donner envie, il faut apporter des solutions, il faut tester, il faut convaincre. C'est un travail d'entrepreneur, je parle à des entrepreneurs, et voilà, et ce sont des gens qui convainquent toute la journée. C'est ce métier qu'on essaye de faire. Même chose, Hervé Castinel, dans le domaine du tourisme finalement, qui est le vôtre. Alors c'est vrai, et vous avez commencé à l'évoquer, c'est un secteur qui est beaucoup montré du doigt en ce moment, hein, avec l'aérien, avec la question de l'énergie, avec aussi parfois ce que certains appellent le surtourisme. Or, ici et en France, c'est un secteur qui pèse lourd. Hein, c'est un secteur économique qui a un point important. Comment est-ce qu'on résout cette équation et comment est-ce qu'on répond à ces différentes problématiques ? Je crois qu'on arrive un peu au bout d'un modèle, c'est-à-dire ce modèle du surtourisme qui est étouffant pour les lieux visités. Et on l'entend souvent dire d'ailleurs ici aussi à Marseille. Il faut passer de cette activité de masse à un tourisme beaucoup plus raisonné, qui soit responsable et bien sûr durable. Et pour ça, je crois qu'il faut accepter aussi une forme de régulation, c'est-à-dire que ça ne peut pas être une porte ouverte à des volumes considérables. J'ai souvenir d'avoir vu dans des petites îles grecques des grandes compagnies qui arrivaient avec 150 bus pour faire débarquer 5, 6 000, 7 000 passagers. C'est difficile localement. Donc je crois qu'il faut trouver cet équilibre et de plus en plus de grands ports nous le demandent. Nous, on a la chance d'être sur un volume plus maîtrisé puisque nos bateaux emportent généralement 150 à 200 passagers. Donc c'est peut-être plus facile, mais au-delà de cela, je crois que c'est vraiment le contenu qui est important. Longtemps, le bateau a été la destination. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on va vers une forme de tourisme mieux partagé qui est plus valorisant pour les villes ou les ports visités, qui est plus inclusif et qui permet notamment d'avoir une expérience client différente. Et sur les contenus, Ponant s'est toujours illustré en ayant à bord des conférenciers, des événements et puis dans cette fonction importante pour nous qui est l'exploration, des naturalistes, des chefs d'expédition qui font le lien et qui sont là aussi pour encadrer les passagers et apporter du contenu, du sens. Roland Gomez, même question, le défi climatique, même si ça n'est pas votre cœur de métier, vous en êtes saisi aussi, parce que je crois que vous avez eu à cœur de mettre en place une fondation. C'est quoi? C'est l'affaire de tous? C'est un peu ça que ça dit finalement quand on s'implique chez Proman? Avec beaucoup de bon sens, je crois que c'est l'affaire de tous et que l'entreprise et l'entrepreneur que nous représentons doit montrer l'exemple. On doit toujours être un modèle, montrer l'exemple, faire des petites avancées pour que tout ce que l'on entend là soit solutionné petit à petit. J'ai entendu, Jean-François, un truc fou, la Garonne, 55 mètres cubes, tu disais, pour 500 ? C'est juste incroyable. 37, c'est ça? 37 aujourd'hui. Pour 500 au même moment ouais, d'habitude en moyenne, oui. Ouais, mais ça fait un peu peur. Donc peur. En gros, oui, il y a une fondation Proman, mais le but de la fondation au départ, parce qu'on est sur notre cœur de métier, c'est la formation des jeunes et l'inclusion des jeunes. Mais on a aussi mis un pan environnemental important parce que c'est juste essentiel. Et je crois que au-delà de tous les discours, et c'est vrai qu'il faut être très pragmatique, on est sans doute devant une situation qui est compliquée, mais elle était déjà compliquée il y a 2 ans. Soyons clairs. Donc il faut qu'on se bouge et qu'on mobilise l'ensemble des forces vives et de nos collaborateurs. Nous, chez Proman, c'est 100 000 personnes qui travaillent tous les jours. Donc on n'est pas de gros pollueurs. Mais par contre, on peut avoir une influence sur l'ensemble de nos collaborateurs forte, en leur parlant, en leur passant des messages. Et ça, je crois que ça peut être important parce que l'industrie doit agir,
Et l'ensemble de la population doit agir. Donc l'ensemble de la population, elle fait quoi? Elle regarde ce que fait son patron, elle regarde ce que fait son entreprise. Elle a le droit d'être exigeante vis-à-vis de son entreprise et vis-à-vis de son patron, plus aujourd'hui qu'hier. Alors justement, Et donc jouons-en, jouons le jeu. Justement, cette problématique du climat, elle a aussi un impact, et j'imagine que vous allez en témoigner, sur le recrutement et sur la manière dont finalement il faut repenser peut-être aussi les valeurs de l'entreprise. Comment est-ce que vous faites pour aujourd'hui arriver à embaucher les fameuses jeunes générations qui parfois ne sont pas au rendez-vous quand on les cherche? On entend parler effectivement de pénurie de main-d'œuvre et on en a parlé tout à l'heure encore avec Philippe Corsia. Il y a encore 5 ans, finalement, quand une offre d'embauche était mise sur le marché, il y avait 5, 6, 10 personnes. Aujourd'hui, l'entreprise, finalement, c'est elle qui passe le grand oral. On a un peu inversé les codes. C'est exact. Aujourd'hui, il faut qu'on séduise les gens qui sont à la recherche d'un emploi. Ils sont très exigeants, plus exigeants qu'avant. Et encore que je veux ramener un petit peu le truc, parce que ça permet de casser quelques codes, il y a 5 ans, on disait aussi qu'il nous manquait du monde. Moi, j'ai toujours connu des périodes où dans mes agences, il nous manquait du monde à des périodes données de l'année. Donc, relativisons aussi un petit peu le truc. Je crois que c'est important, même si c'est un peu à contre-courant de tout ce que tout le monde est en train de dire. Il y a une pénurie de recrutement, ouais, c'est vrai, mais il y a 2 ans, il y en avait une, il y a 4 ans, il y en avait une, il y a 6 ans, il y en avait une. Conclusion, pour répondre à votre question, oui, les codes ont un peu changé. Aujourd'hui, Proman a pris le parti d'aller recruter sur des réseaux qui sont un peu atypiques, puisque jamais on n'aurait eu l'idée d'aller recruter sur TikTok, sur Twitch, ou peut-être même d'être un peu innovant et un peu provocateur en allant sur Tinder. En gros, on est parti du principe... T'as un compte sur Tinder? Philippe, il a un compte sur Tinder. Philippe Corsia, t'es là? Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises, parce que c'est pas vrai, bien sûr. C'est son fils, Sacha, qui en a un. Vous allez avoir des problèmes. Non, avec son fils, je suis sûr qu'il en a un. Mais non, il est fiancé. Allez, levez les mains, ceux qui ont un compte sur Tinder. On ne donnera pas les noms, allez. Non, mais l'idée, c'est de dire, il faut aller chercher les collaborateurs où ils sont, il faut leur parler avec les bons codes, il faut effectivement les séduire et leur parler du projet que l'entreprise leur propose. Ça, c'est vrai que c'est un peu nouveau. C'était le cas, mais là, il faut vraiment insister. Les collaborateurs de tout ordre ont besoin de savoir pourquoi on les met chez Veolia. C'est quoi Veolia? Ils trient des déchets. Ouais, allez, il y a une histoire à raconter. Il ne faut pas que ça soit une fausse histoire. Hein. Ouais, la vraie histoire. Et il y a des valeurs aussi. C'est pour ça que je parlais des valeurs aujourd'hui. C'est vraiment essentiel. On ne vous dit pas combien je gagne. On vous dit c'est quoi la colonne vertébrale de votre entreprise? C'est quoi le partage de sens que vous voulez faire? Est-ce que vous vous en rendez compte aujourd'hui dans la manière dont les jeunes viennent vous titiller quand ils sont en période de recrutement? Oui, tout à fait. Et puis on est mis souvent face à nos contradictions. Nous, on a pour ambition de faire mieux écologiquement. Donc quand on rentre dans le détail, on en trouve des contradictions. Et donc on est chahuté. On a fait un gros travail chez Veolia sur, au fond, en quoi on est utile. On a appelé ça la raison d'être, mais on a fait 40 versions. Ça a été débattu avec les salariés, le conseil d'administration. Oui, c'était même dans votre plan stratégique. Voilà, les syndicats. Voilà. Et pour aboutir finalement à... Aujourd'hui, on a décidé ce qu'on appelle la performance plurielle, c'est-à-dire qu'on doit travailler pour l'employé, pour le client, pour l'actionnaire, pour la planète et pour le territoire. Et on va au bout, c'est-à-dire que moi, je suis évalué comme la plupart, tous les cadres de Veolia mondialement, sur, pour ma part, c'est combien je crée d'emplois dans le territoire et combien en finance. Mais moi, c'est l'emploi dans le territoire. Il y a 18 indicateurs, c'est ça? Oui, alors on n'a pas tous 18, mais il y en a certains, c'est le recyclage, d'autres c'est le CO2, d'autres... voilà. Et donc, quand je dis l'emploi, ce n'est pas combien j'embauche dans Veolia, hein, combien l'entreprise va créer indirectement de l'emploi. Voilà. On est évalué là-dessus. Et ça, c'est un travail profond. Et oui, vis-à-vis d'un jeune un peu exigeant, ça a de l'allure. Comment on fait quand on dirige le Ponant pour arriver à attirer de nouveaux talents? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes? Est-ce qu'ils viennent d'abord? Parce que je sais que vous avez des campagnes de recrutement qui sont en cours. Oui, en permanence. Et on est d'ailleurs une entreprise assez jeune. Hein. La moyenne d'âge est 35 ans chez nous. Et je crois qu'on a tous effectivement franchi ce cap de l'affichage des valeurs. Mais maintenant, on est attendu sur la manière de les faire vivre, ces valeurs.
Et si je prends peut-être 2 exemples qui sont assez illustratifs, on a, nous, des populations extrêmement exigeantes en matière de rapport à la nature. Alors d'abord, c'est une compagnie de marins, donc le rapport à la mer, évidemment, est très particulier. Mais j'évoquais tout à l'heure les naturalistes et les scientifiques qu'on fait venir à bord. Ce sont des gens, des jeunes, très diplômés. Hein. Ils ont tous des doctorats de biologie, de climatologie, de sciences du vivant. Et je peux vous dire qu'il ne suffit pas de leur afficher un code de bonne conduite. C'est pendant les opérations en mer qui nous évaluent. Et il y a un dialogue d'ailleurs très fort entre les commandants, les équipages et ces jeunes qui embarquent avec nous et qui ne nous laissent aucune latitude par rapport à ce qu'ils considèrent être comme le bon rapport avec la mer, avec les océans, avec la biodiversité. Donc on est en permanence en réalité évalué et ça crée une saine dynamique. On est mis sur le grill finalement par cette jeune génération aujourd'hui qui nous renvoie à nos contradictions. Marc Toiti, on a un peu le sentiment quand on entend les différents témoignages que oui, le travail c'est important, mais pas pour les mêmes raisons que... Je suis un peu embêté parce que j'ai peur de casser l'ambiance. Ah bah, et là, si vous voulez, on apprend que tout est beau dans le meilleur des mondes. Vous savez combien il y a de chômeurs en France? Vous avez dit le pire n'est jamais certain. Oui, je suis d'accord. Encore une fois, la conclusion du livre, c'est restons optimistes mais réalistes. Donc le problème que nous avons en France, c'est que la main-d'œuvre, elle est là. Elle n'a pas dit, je suis d'accord, elle n'a pas disparu. Sauf qu'elle ne veut pas bosser. Mais elle ne veut pas bosser, pourquoi? Est-ce qu'elle n'est pas en accord avec les valeurs qui sont défendues là aujourd'hui? Non, ce n'est pas un problème de valeur. C'est un problème qu'aujourd'hui, encore une fois, on a effectivement le taux de chômage officiel. Vous savez, le taux de chômage qu'on voit, ce qu'on appelle de catégorie A. C'est une sorte de label rouge du chômeur. Vous voyez, c'est-à-dire le chômeur qui n'a pas du tout travaillé, qui est immédiatement disponible, qui a fait une recherche active d'emploi. Alors lui, effectivement, le taux de chômage a un petit peu baissé. Quoique là, il remonte, on est autour des 7,5%. Oui. C'est quand même beaucoup. Hein. Mais par contre, si vous regardez ce qu'on appelle le taux de sous-emploi, ça veut dire toutes les personnes qui en fait ne travaillent pas, hein, mais qui sont là. Hein, et bien là, on monte sur un niveau de 17% de taux de chômage. 6 millions de personnes. Donc c'est ça le problème. Elles sont où? Vous voyez? Et il y a une enquête de l'INSEE qui est incroyable. C'est peut-être pas politiquement correct de le dire, je vais quand même la dire. C'est l'INSEE qui l'a fait, c'est pas moi. Hein. Oui, mais personne n'en parle parce que c'est tellement touchy. Cette enquête dit qu'en fait, il y a aujourd'hui en France ce qu'on appelle des poches à précarité. Ça veut dire que quelqu'un, en fait, s'il se met à travailler, alors qu'il ne travaille pas, ou alors s'il fait augmenter son salaire, finalement, après, avec toutes les aides qui vont disparaître, etc., il touche moins qu'avant. Donc, ça c'est un vrai problème. Donc, parce que, bien sûr qu'on a besoin de sens, moi je suis complètement d'accord, on a tous besoin de sens, c'est indispensable. Mais le vrai enjeu, il est qu'aujourd'hui, on a besoin de main-d'œuvre. Mais de main-d'œuvre qualifiée, parce que justement, on a formé, encore une fois, comme je le disais, pléthore de Bac+5 en histoire de l'art, mais qui n'ont pas de débouchés. Alors qu'on a besoin effectivement d'emplois industriels, qu'on a besoin d'emplois d'avenir, justement, chez Veolia, dans le renouvellement de traitement de déchets. Ils peuvent venir chez nous. Alors voilà, il faut vous les envoyer. Et j'étais dernièrement au chantier naval, à Saint-Nazaire, bref, c'est des copains à vous finalement hein, de la région. Et j'étais stupéfait parce qu'en fait, ils me disaient, voilà, nous on a des carnets de commandes, ils font les gros paquebots, oui. On les voit là sur le port de Marseille, et ils me disaient, on n'a pas de main d'œuvre. Donc, ils ont dû créer leur propre école. C'est-à-dire que comme en fait l'éducation nationale ne donne pas ce qu'on veut, ils ont dû créer leur propre école en interne, ou alors ils font venir des Roumains, des Ukrainiens. Il y avait beaucoup d'Ukrainiens, par exemple, d'ailleurs ils étaient un petit peu embêtés, bref. Et donc tout ça pour dire que, encore une fois, moi je pense qu'on a aujourd'hui une main-d'œuvre énorme en France, mais il faut la motiver. Il faut effectivement peut-être lui donner une vision du monde et lui dire aussi que voilà, en travaillant, et donc ça il faut créer un gap, comme on dit en anglais, un écart entre quand on ne travaille pas ou quand on a un petit boulot et quand on travaille. Et avec bien sûr du sens aussi également. Mais ça fait partie de l'éducation nationale, d'avoir effectivement un effort de formation. Et ça se fait dans les entreprises. Je vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui, peut-être que je peux vous confirmer, qui, comme ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent, ils créent leur propre école en interne. Donc ça veut dire que moi je suis pas, de ce point de vue, je ne suis pas pessimiste, hein, c'est ce que je dis. La main-d'œuvre, elle est là, on va la trouver. Et puis malheureusement, vous savez, le chômage, c'est une variable retardée de l'activité. C'est-à-dire pourquoi il a baissé? C'était justement en 2021. Maintenant que l'activité commence à baisser, le chômage va repartir à la hausse. Donc vous allez avoir moins de mal, à mon avis. Les gens, les jeunes, ils vont être moins regardants pour dire attendez, votre boîte, elle me plaît pas. Donc voilà, c'est le vrai enjeu, mais il faut
restaurer, réhabiliter la valeur travail. Moi, je pense que c'est vraiment important parce qu'on crée de la richesse avec le travail. J'entends vos arguments sur la formation. Néanmoins, ça ne va pas résoudre la problématique actuelle parce que former quelqu'un, ça prend du temps. Bien sûr, bien sûr. Non, mais... Et former avec les bonnes formations adaptées aux métiers actuels et aux métiers de demain, mais tout à l'heure, ça prend encore plus de temps. Tout à l'heure, je parlais d'erreurs stratégiques. C'est ça le problème, c'est ça la grande différence. Parce que justement, nos dirigeants n'ont pas eu cette vision du monde. Ils ont une vision de court terme. Et la chance, justement, parce que moi, je suis optimiste avec nos entreprises, notamment dans la région de Marseille, que je connais très bien. Je suis presque marseillais, d'ailleurs, hein, entre guillemets. Enfin, je viens souvent. Attention. Non, j'adore Marseille parce que je viens souvent. Et c'est vrai, quand j'ai eu l'accueil tout à l'heure, j'étais merci et merci à tous, et à toutes et à tous. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises marseillaises, justement, qui ont su développer des stratégies anti-crise en permanence. Ça veut dire sur des stratégies de niche, sur des produits, des services qui sont les seuls à faire, pour lesquels ils ont un savoir-faire. Et ce savoir-faire, deuxième stratégie, il faut le faire savoir. Troisième stratégie, l'innovation, effectivement, avec la formation. Et quatrième stratégie, l'international. C'est vrai que ça n'a plus trop le vent en poupe, mais quand même, Marseille, c'est l'ouverture sur le monde. Il ne faut pas l'oublier. Donc l'international, moi je vois beaucoup d'entreprises marseillaises, je ne vais pas donner de nom, je ne sais pas si elles sont là, que j'ai connues petites PME, qui se sont développées. CMA, CGM, que j'ai accompagné pendant des années, que ça m'a fait très plaisir de les revoir. On va retravailler bien sûr ensemble. Mais c'est formidable. Cette entreprise qui a eu quand même beaucoup de difficultés, aujourd'hui on le voit. Et vous voyez, on n'arrive pas à valoriser la réussite. On va dire, ah, c'est pas bien, ils ont des surprofits, décidez-là. Attendez, l'entreprise, elle était au bord du gouffre, elle a redémarré. Ça aussi, il faut valoriser la réussite. Vous voyez, on a du boulot. Et ça, c'est grâce aux entreprises. C'est grâce à ça qu'on sauvera la France. Jean-François Nogrette, vous m'avez dit en préparant cette émission que l'entreprise, j'ai retenu cette phrase, ne peut être prospère que si elle est utile et pas l'inverse. Ça veut dire quoi? Qu'on est en train de changer de paradigme? Je ne sais pas si on change de paradigme. Je pense que c'est un peu le cas pour tous les entrepreneurs qui sont là et toutes les entreprises. C'est vraiment s'interroger sur la contribution qu'on a à un territoire donné, à une époque donnée. Et nous, on travaille dans des solutions de l'écologie, donc on doit toujours s'interroger. Moi, j'ai démarré ma carrière... Sur l'utilité. Sur l'utilité. Moi, j'ai démarré ma carrière en travaillant dans les déchets toxiques. On a tout fait pour épurer. Aujourd'hui, il y a des poissons qui sont différents dans les rivières, beaucoup plus nombreux que ce qu'il y avait dans les années 70 en France. On a beaucoup progressé. Ce faisant, on a réduit un problème court terme, vraiment en France. C'est une belle solution. Et on a créé du CO2. Donc voilà. Et ce CO2-là, aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'apprends que c'est un vrai défi. Donc c'est sans fin. Enfin, le concept de l'utilité doit nous interroger tout le temps. Voilà, c'est l'équation dans laquelle on est. Mais on doit donner envie aux gens. Voilà. Donner envie d'utilité, c'est ça notre vocation. Et c'est pour ça que la prospérité pour la prospérité, elle ne sera pas durable. On parlait des freins pour faire venir peut-être les nouvelles générations, Hervé Gastinel. Quand on est un acteur du tourisme comme vous, qu'on fait naviguer effectivement des bateaux sur les mers du monde, on a forcément à cœur de préserver cette ressource. Hein. Comment est-ce qu'on arrive justement à faire passer le message qu'on peut à la fois être utilisateur et protecteur d'un système sans être taxé, comme ça peut l'être parfois, de greenwashing? Je crois qu'on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire c'est comment on fait vivre ces valeurs, quelles sortes d'actes concrets on peut avancer. Nous, on a décidé d'ouvrir vraiment les livres, de prendre 6 engagements extrêmement concrets, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, de les mesurer et de les rapporter. Hein. Donc on vient de sortir un rapport RSE, oui, absolument, où on monte les trajectoires et on monte année après là où on en est. Alors on ne réussit pas tout, hein, on n'est pas toujours exactement où l'on aimerait être, mais en tout cas la trajectoire est claire, elle est chiffrée, elle est quantifiée. Je crois qu'il faut vraiment objectiver tout ce débat. Je crois que c'est l'opinion qui titrait ce matin environnement et morale, le tandem infernal, et c'est vrai que la société aujourd'hui est en train de s'emparer de manière très biaisée de tous ces débats. Donc moi, je voudrais remettre un petit peu de rationalité dans tout ça, un peu de rigueur et de science, en tout cas des faits et des chiffres. Alors chez Proman, Roland Gomez, vous m'avez dit, on est par essence, ça tombe effectivement sous le sens, agile et flexible.
Néanmoins, est-ce que vous avez senti que dans vos équipes ou dans les personnes que vous faites travailler, il y avait un nouveau rapport au travail qui était en train de naître, parce que c'est vrai que c'est aussi un des défis qui se présente à nous, ce rapport différent au travail avec le télétravail, mais pas seulement, les nouvelles envies. Est-ce que c'est quelque chose de perceptible? Est-ce qu'ils vous le disent? Oui. Oui, ils nous le disent, mais j'ai un temps d'arrêt parce que je me demande s'il faut, avec des mots simples, toujours tout révolutionner. C'est-à-dire que sur cet aspect, oui, il y a des demandes, ok. Oui, on a passé une période qui est très spéciale. Oui, le télétravail. Oui, certains ont décidé de prendre un peu plus de temps libre ou de la hauteur, etc., etc. Le vrai enjeu sur lequel je suis à 100% d'accord, c'est l'environnement. L'environnement, il faut qu'on sauve la planète, pour faire simple. Par contre, sur toute la modification liée au travail, est-ce qu'on a besoin de personnes qualifiées, disait Marc? Oui, mais pas que. On a juste besoin aujourd'hui, dans nos agences, de personnes qui ont envie de travailler. Donc oui, il y a un rapport au travail qui a été un peu détérioré. Moi, je le relirai peut-être, là on est avec des entrepreneurs, sur les 35 heures. Les 35 heures, ça ne nous a pas servi, hein. Je reste, et moi je suis un entrepreneur très social, mais les 35 heures ne nous a pas servi. La période du Covid ne nous sert pas non plus, mais maintenant il faut rebondir. Mais par contre, ne partons pas trop loin dans les étoiles, restons aussi avec beaucoup de pragmatisme. On parle à des hommes et des femmes qui ont besoin d'un travail pour manger avec un projet et une entreprise sérieuse. Voilà. Donc attachons-nous à rester là-dessus, parce que je vois aussi pas mal d'entrepreneurs ou de consultants qui partent un petit peu loin et qui intellectualisent le truc de manière trop importante à mon goût. Et certaines personnes qui les écoutent s'engouffrent dans la brèche. Je fais du travail, je donne de l'emploi à des gens tous les jours. Et je m'aperçois qu'il faut leur parler simplement, avec toute transparence et avec beaucoup d'honnêteté. Et il faut les faire revenir. Oui, c'est vrai. Ce que disait Marc est tout à fait juste. Il faut les faire revenir. Moi, tout à l'heure, en début, j'ai dit « et ils sont où ?» Marc a renchéri « et elles sont où ?» C'est pareil, hein. Et ils sont où? Ça fait un peu. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Oui, ça fait un peu basique, mais en gros, c'est drôle. Alors, on est dans un stade, donc ça passe assez bien. Mais ça marche très très bien, et tout le monde le comprend. Oui, tout le monde le comprend. Alors, ils sont où les jeunes, tiens, par exemple? Parce que cette jeunesse, vous allez en avoir besoin pour venir grossir les rangs de vos entreprises. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Tinder, TikTok, ça j'ai bien noté, Twitch et compagnie. Comment vous faites pour les attirer, ces jeunes et qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils intègrent vos entreprises? Et surtout, comment est-ce que vous allez pouvoir les garder, leur donner envie de s'impliquer davantage dans l'entreprise? Alors, on a la chance de... Chez Veolia, l'an dernier, par exemple, on a embauché, on a créé 7700 CDI en France. Donc, on est un gros employeur, et un salarié sur deux qui rejoint Veolia, qui rejoint à 25 ans ou 40 ans, même plus qu'un salarié sur deux, va finir sa carrière chez Veolia. Donc, on doit investir. Donc oui, on a un campus, on a une école de formation, et on en a besoin parce que je ne sais pas les techniques qu'on utilisera dans 20 ans, et j'espère qu'on les aura changées. Donc on doit investir. Notre promesse, parce qu'on fait de l'insertion, et notre promesse, elle a toujours été celle-là, ce sera aussi l'ascenseur social. Donc on doit donner envie, peut-être pas aussi rapidement que nos jeunes nous le demandent. On doit être concret, ils doivent avoir de la maîtrise, mais aujourd'hui, la tension sur l'emploi, elle existe, mais on vient d'une période où on demandait des qualifications incroyables dans les profils. Bon, maintenant, on se dit on doit aussi nous former, être capable de proposer quelque chose, un parcours à nos salariés. Comment est-ce que vous imaginez les uns et les autres, votre entreprise demain? Qu'est-ce qui va faire qu'elle sera toujours là, qu'elle sera toujours dans le paysage, et notamment ici à Marseille? Parce qu'on a beaucoup entendu parler de Marseille comme d'un laboratoire, comme d'un lieu d'expérimentation, le fameux Marseille en grand, qui est appelé à émerger. On voit finalement cette ville comme aussi un lieu à la croisée des mondes, à la croisée des chemins. Comment est-ce que vous inscrivez vos entreprises à l'intérieur de ce puzzle, Roland Gomez? Alors nous, on n'est pas Marseillais.
Mais on n'est pas loin, hein. On est né à Manosque. On est né à Manosque, on est juste à côté. Et puis bien évidemment, on a de nombreuses agences qui ont de l'activité. On en a une quarantaine dans les Bouches-du-Rhône. Moi, je me projette en me disant, il faut garder les pieds sur terre. Il faut qu'on ait un projet à proposer à nos collaborateurs permanents, hein, ceux qui tous les matins ouvrent nos agences pour proposer du travail. On a à l'intérieur on a ces personnes qui viennent nous voir, non plus de manière physique comme avant, à 100%, mais maintenant de manière entre les deux, un peu qui poussent la porte de nos agences. Parfois, ce sont les plus désœuvrés. On a des gens qui sont très éloignés de l'emploi et là, on doit les ramener. Donc là, on a un rôle inclusif très, très fort. Et je crois que ça fait partie de la différence d'une entreprise familiale comme la nôtre. Et puis, bien sûr, maintenant, ils arrivent aussi par Internet, par les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, mon entreprise va continuer à avoir un cadre très franco-français, très marseillais, très manosquin, parce qu'on a encore plein de choses à faire en France. À l'international aussi, Marc, puisqu'on est parti d'une agence à Manosque et aujourd'hui, on en a 800 dans 16 pays. Et il faut exporter notre savoir-faire. Et on est fiers de le faire. Et c'est aussi un souffle économique et d'oxygène qu'on va chercher ailleurs. Mais je vais garder les fondamentaux. Je vais essayer de rester sur les fondamentaux en les améliorant et en les adaptant un petit peu à tout type de génération. Il n'y a pas que des jeunes, hein. On parle des jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes. On a aussi un public un peu plus senior, un peu plus mature. Donc il faut qu'on s'adapte et qu'on leur donne envie de venir. Et surtout qu'on les garde aussi après. Donc on leur offre une expérience de salarié, ma foi, plutôt bonne. Hein. Même punition, même question pour vous, Jean-François Nogrette, et pour Hervé Gastinel. Comment on fait pour être encore là dans quelques années, rester dans le paysage économique et ici à Marseille, comment on continue à exister et à écrire l'histoire? Voilà, donc nous, notre ambition, c'est la contribution au territoire sur des services essentiels. Dans un monde qui bouge, là, une écologie qui bouge, on le touche du doigt, hein, on n'est plus dans les baleines qui disparaissent ou le CO2 atmosphérique. Là, on sent tous la pénurie de l'eau, l'énergie. Et donc voilà, je l'ai dit, il y a une ressource dans le territoire, à nous de la valoriser, de faire des propositions, des expérimentations. Il y a des choses en cours d'ailleurs. Et il y a des choses en cours, oui, et il y en aura d'autres. Donc voilà. J'ai parlé de l'eau tout à l'heure. Il faut qu'on fasse de la réutilisation des eaux. Il faut que Marseille soit leader de ça en France. Il y a du déchet. Il y a de la ressource énergétique pour l'industrie locale. Par par exemple. Il y a de la méthanisation. Voilà, donc c'est cette contribution au territoire auquel on doit concourir, être leader. Voilà. Hervé Gastinel. Ben là, pour le coup, je vais rejoindre Marc sur pour moi, les trois grandes qualités qu'il faut pour pouvoir exister encore demain et qu'on a essayé de cristalliser dans notre plan. La première, c'est toujours cette montée en gamme, cette recherche de la qualité, de la perfection. Le deuxième, c'est effectivement la volonté de conquête internationale. Et je crois qu'il y a pour nous encore le monde à conquérir, même si 70% de nos clients sont déjà non francophones. Et puis la troisième, c'est en effet l'innovation, la R&D. On l'a lancé, nous, un projet d'un 14e navire décarboné, carbone neutre, et c'est bien la trajectoire que l'on vise. Après, sur Marseille, puisque c'est aussi la question, cette ville qui est fascinante, on est nous depuis 15 ans ici à Marseille, on est des Bretons qui sont venus s'implanter à Marseille. Ville fascinante, ville de contraste et parfois de contradiction. C'est une ville portuaire qui n'aime pas son port. C'est une ville pleine d'énergie, mais avec une inertie parfois incroyable dans la prise de décision. Donc, on doit démontrer, je crois que c'est ce qu'on s'est dit tout au long de cette table ronde, c'est-à-dire qu'on doit être extrêmement concret pour montrer qu'une autre forme de relation à la ville est possible, que ce port, il est beaucoup plus ouvert qu'on ne le pense, que ce port, c'est la chance de cette ville. Et à nous, acteurs portuaires et maritimes, de le démontrer. Marc Toiti, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous inspire les témoignages de Roland Gomez, de Jean-François Nogrette, d'Hervé Gastinel? Alors, je connais toutes ces entreprises, bien sûr, et notamment celle de Marseille. Donc, je savais déjà à l'avance que j'allais être enthousiasmé, bien entendu, parce qu'elle développe les stratégies que j'annonce depuis pas mal d'années. J'ajouterai également une autre, c'est la communication. C'est-à-dire, il faut faire connaître notre savoir-faire, faire connaître nos niches, faire connaître notre innovation, etc. Justement,
pour montrer qu'on est utile à la société, et puis également pour attirer les jeunes, pour gagner des parts de marché, sinon on n'est pas que des philanthropes. Donc c'est ça le plus important. Et puis encore une fois sur la région, sur Marseille, c'est vrai qu'on a une dynamique incroyable. Et ça c'est un bon exemple, parce que à chaque fois aujourd'hui quand on entend, on a une culture de lutte des classes en France, donc c'est les méchants chefs d'entreprise, puis les gens, bref. Alors, justement à Marseille, il ne faut pas oublier une chose, c'est que 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Oui, c'est ça la réalité de l'entreprise en France. C'est-à-dire, après, évidemment, on grandit, bien entendu. Mais moi, je vois beaucoup de PME, justement, marseillaises, je connais depuis des années, qui sont devenues aujourd'hui peut-être pas des multinationales, mais en tout cas des grandes entreprises à travers le monde. Et ça, vous voyez, je pense que c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut avoir une sorte d'émulation. Parce que, encore une fois... faire savoir, finalement. Faire savoir, et c'est quand même nos entreprises qui, aujourd'hui, créent des emplois. Il ne faut pas l'oublier. Encore une fois. Et donc, il faut rappeler, et c'est pourquoi j'appelle, c'est un conseil que je vous donne également aux entreprises, c'est à vous à développer la culture économique des Français, c'est-à-dire au travers de vos salariés. Leur expliquer comment fonctionne l'entreprise, comment on fixe un salaire, développer la participation, par exemple, dans les entreprises, au bénéfice, bien entendu. Et à ce moment-là, on crée du lien social. Vous voyez, quand on crée ce lien, à ce moment-là, on peut faire passer des réformes, on peut moderniser notre économie. Donc c'est en cela que les entreprises, notamment marseillaises, sont, on va dire, les fers de lance qui vont nous amener justement vers une terre de croissance plus fertile. Et puis vous savez, la croissance, c'est pas une fin en soi, hein, parce que maintenant on vous dit non, le PIB, c'est pas important. Hein. Ce qui compte, c'est le BIB. Vous connaissez le PIB, le BIB, hein? Oui, bien c'est sûr, le bonheur. Voilà, le bonheur intérieur. C'est vrai qu'on est heureux en France. Moi, je suis d'accord. Moi qui me voyage beaucoup dans le monde, faut pas le dire parce que c'est après, je vais avoir un bilan carbone. Je le dis pas trop, mais bon. Ah, on va regarder. On va regarder, d'accord. Mais quand on voyage dans le monde, on se dit, mais en France, c'est un pays formidable. On a une chance incroyable de vivre en France, vous voyez, parce qu'on est heureux, mais encore faut-il le rester. Et pour le rester, justement, il faut un peu de PIB. Le bonheur, il ne tombe pas du ciel, il faut un peu de revenus. Et si on a plus de revenus, on a plus d'investissement, plus de consommation, plus d'emplois également, donc plus de réalisation économique. Et c'est là, justement, on a le mot à la mode, plus de bien-être ou plus de bonheur économique. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite. C'est tout le mal que je vous souhaite à vous tous. Merci beaucoup, en tout cas, c'était un grand plaisir et bravo à tout ce que vous faites. Merci à vous, Marc Toiti, merci. Roland Gomez, Jean-François Nogrette, Hervé Gastinel. Merci d'avoir été avec nous pour ce débat.